Et alors, pour cette rubrique suivante consacrée au plan épargne retraite, on a le plaisir d'accueillir Bruno Laurenceau. Bonjour. Bonjour Thomas. Laurenceau, pardon. Vous travaillez chez RS Group, spécialiste donc de ces questions d'épargne. On va revenir donc sur ce plan d'épargne retraite qu'on commence à mieux appréhender, à mieux connaître. Ça s'est installé petit à petit dans le paysage. On peut peut-être rappeler les atouts de cet outil? Alors c'est un outil aujourd'hui qui est un réel outil patrimonial. Donc je peux diminuer ma pression fiscale au travers des versements déductibles pour lesquels je viens utiliser mes plafonds d'épargne retraite. Donc en ce moment, il y a une grosse campagne, vous avez dû le voir notamment dans les médias. Donc ça c'est le premier point qui est très connu. Plus je suis imposable, moins ça me coûte de verser. Donc reprenons un exemple, je verse 10 000 euros dans mon contrat, j'ai une TMI à 45%. En réalité, c'est un effort d'épargne de 5 500 euros qui sont dus notamment par l'économie d'impôt qui est générée. On verra tout à l'heure comment notamment je peux conserver cet avantage fiscal sur la durée. Je peux acheter ma résidence principale avec, je peux l'utiliser comme un outil de transmission qui peut s'avérer encore plus efficace que l'assurance vie dans certains cas. Je peux aussi préparer ma retraite, bien entendu, c'est un point important. Et enfin, je peux également préparer, pourquoi pas, l'acquisition future de la résidence principale de mes petits-enfants ou de mes enfants. Alors, on va reprendre un peu tous ces points, parce qu'en effet, vous avez ouvert beaucoup de tiroirs. Justement, on va s'intéresser à ce PER comme outil patrimonial, parce que c'est bien ce que vous esquissez comme description. C'est pas juste une réduction d'impôts et une épargne dont je me servirai plus tard, mais c'est aussi toutes ces stratégies patrimoniales. Alors, si on les reprend une par une, par exemple, vous évoquez la résidence principale. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le PER sur ce sujet? L'achat de la résidence principale permet effectivement le déblocage à hauteur de l'apport personnel. Donc, on peut le faire en phase d'activité. Ça, c'est un premier point. Donc, on a cette liberté qui est beaucoup plus forte que sur les anciennes solutions où effectivement, on devait attendre l'âge de retraite. Donc, j'aime bien dire, je deviens acteur finalement de ma stratégie d'épargne retraite. Je ne suis plus spectateur comme auparavant. Auparavant, ma seule sortie possible, c'était uniquement la sortie en retraite. Cet achat de résidence principale les intéresse notamment pour les enfants. Donc, je verse sur un contrat ouvert au nom de l'enfant. J'utilise le plafond d'épargne retraite de l'enfant. J'ai ma déductibilité fiscale qui arrive au niveau du foyer fiscal. Donc, ce sont les parents qui en bénéficient. L'enfant, quand il va commencer son activité professionnelle, très souvent, il aura une TMI qui sera plus faible et on va pouvoir l'aider finalement à acheter sa résidence principale. Donc, vous voyez, on peut ouvrir différents tiroirs. Et vous parliez même des petits-enfants? Et pourquoi pas, effectivement, des petits-enfants. Un versement qui est fait pour Noël, pourquoi pas, en présent d'usage par les grands-parents. Ça remplace le PEL presque. On peut le dire comme ça, si on le souhaite, effectivement. Un cadeau transgénérationnel. Petit enfant vient alimenter son contrat. C'est un contrat ouvert au nom de l'enfant, attention. Et la déductibilité arrive au niveau du foyer fiscal, l'enfant étant rattaché au foyer fiscal des parents. Donc, vous voyez comment on fait un cadeau sur 2 générations. Vous évoquez la transmission. Alors, c'est une partie de transmission, ce que l'on vient de voir avec les enfants et les petits-enfants, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? La transmission aujourd'hui, notamment au conjoint, est un outil qui est encore plus efficace via le PER que via l'assurance vie. On va prendre un exemple chiffré, Thomas. Je verse 10 000 euros par an. Je suis avec une TMI de 30%. Mon effort d'épargne est de 7 000 euros. Je réalise cette opération pendant 30 ans. Donc, j'ai accumulé un capital de 300 000 euros, donc 10 000 fois 30 ans. Avec beaucoup de plus-value, j'arrive à un montant de 450 000 euros. Je décide de ne jamais utiliser ce contrat PER et je décide de le consacrer à mon épouse, par exemple. C'est l'intégralité du capital constitué qui va être transmis. On a une exonération des prélèvements sociaux sur les plus-values, avantages concurrentiels ou complémentaires en tout cas par rapport à l'assurance vie. Pas de droit de mutation, mon conjoint en étant exonéré. Et enfin, vous voyez comment j'ai conservé mon levier fiscal sur toute la vie de mon contrat. Donc, c'est une astuce, en effet, auquel on ne pense pas spontanément quand on souscrit un PER. Vous nous avez apporté des tableaux qu'on va découvrir ensemble et que vous allez nous commenter, s'il vous plaît. Alors, le premier, il concerne les transferts. Alors, aujourd'hui,
dans ces transferts, vous voyez, l'idée du PER, c'est que le législateur voulait qu'on ait un contrat qui nous suive sur toute notre vie professionnelle et personnelle. Donc on a cette logique par compartiment, et donc en fonction, je dirais, du flux d'alimentation. Donc si c'est un contrat individuel, donc ça viendra alimenter ma poche individuelle. Donc on retrouve les anciens contrats PERP, Madelin, Préfonds, Corem, CRH notamment. Cette poche individuelle, les anciens contrats permettaient uniquement une sortie en rente viagère. Et donc aujourd'hui, grâce à ce transfert, on va permettre une sortie en capital fractionné, c'est surtout celle-ci qui est intéressante en réalité, voire en rente viagère. Pourquoi pas aussi avoir cette liberté aussi totale de pouvoir prendre une partie en rachat fractionné, ne rien prendre pendant 5 ans, 10 ans, m'offrir un voyage, j'ai envie de profiter de ma retraite immédiatement, et enfin une partie en rente viagère. Donc c'est toute cette liberté-là, mais vous voyez, un ancien contrat retraite, maintenant, je viens de le transférer sur un contrat individuel me permettant une liberté totale. J'ai mon compartiment numéro 2 qui reçoit le PERCO, le PER collectif, et enfin, mon compartiment numéro 3 est uniquement sorti en rente viagère, donc ce sont les anciens articles 83, comme on les appelait, les PEROB, les PERO. Est-ce toujours intéressant de transférer, Thomas? C'est la question que je vous pose. C'est la question, effectivement. Principalement, voilà, on a l'appel du capital, je dirais, qui nous attire tous. On a tous envie de conserver la mainmise sur son contrat, de se dire, je vais l'utiliser comme bon me semble. La loi Pacte est venue renforcer ce devoir de conseil en matière de transfert. Donc j'ai l'obligation, en théorie, je dis bien en théorie, mais il faut le faire, de comparer mes garanties actuelles aux garanties futures. Donc vous avez des contrats très anciens, notamment sur les contrats Madelin, où vous avez des garanties tables et des garanties taux. L'idée, bien sûr, c'est de chiffrer ce potentiel avantage ou désavantage à transférer vers une nouvelle solution. Donc, il faut être bien accompagné pour parler notamment PER. Et alors, on a évoqué un sujet brièvement, mais on va y revenir. Il y a une question de Christian. Quel est l'intérêt fiscal du PER si l'on ne change pas de tranche d'IRPP à la retraite? Et c'est vrai que cet enjeu de tranche peut aussi influencer les stratégies dans un sens ou dans l'autre, qu'on ne change pas ou si on change justement. Exactement. Donc premièrement, je reviens sur le principe de je deviens acteur de ma préparation de la retraite. Donc, j'ai pas forcément l'utilité de forcément tout retirer de mon contrat. Donc, il faudra faire aussi attention aux contrats qui offrent une liberté plus forte. Ça, c'est le premier point. Donc, enfin, pour répondre un peu plus précisément à sa question, il faut raisonner en capacité d'effort d'épargne. Je verse 10 000 euros, je suis en TMI à 30, donc ça m'a coûté en réalité 7 000 euros d'effort d'épargne. Donc, si je compare 7 000 euros qui sont investis sur un contrat d'assurance vie à 10 000 euros qui sont investis sur mon contrat PER, donc à capitalisation identique, j'aurai un rendement qui sera plus fort côté PER. Donc, ce qui veut dire que si je ressors de mon PER, même avec une TMI identique, j'aurai un gain qui sera plus fort, dû notamment de la plus-value et de l'efficacité de la capitalisation qui sera menée. Et comme je le répète, est-on obligé à chaque fois de sortir de son contrat? Pas forcément. Et voilà, c'est très clair. Merci pour toutes ces astuces, Bruno, et ces éclairages. C'est vrai que c'est un vaste sujet et un nouvel outil avec lequel il faut continuer à se familiariser parce qu'il recèle en effet des opportunités. Merci beaucoup. On va finir cette émission avec une rubrique consacrée aux unités de compte immobilières.